Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, on est très impressionnés. Je me présente, je suis Nicolas Rebière, je suis rédacteur en chef de La République des Pyrénées et de l'Éclair, et je viens ici pour interviewer et dialoguer avec Daniel Cohen, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous malgré les blocages qu'il peut y avoir à Paris et ailleurs. Daniel Cohen, je vous présente succinctement. Vous êtes directeur du département d'économie de l'École normale supérieure et membre fondateur de l'École d'économie de Paris. Et vous avez publié de nombreux livres dont je conseille la plupart. Par exemple, La prospérité du vice, Homo economicus, qui était en 2012, je crois. Et là, vous sortez ce livre. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. Livre que je vous conseille particulièrement. Mais avant qu'on attaque le cœur du livre, j'aimerais, c'est un peu ma déformation de journaliste, vous interroger sur l'actualité et ces gilets jaunes qui saturent là, actuellement la une de tous les sites internet, de toutes les télés, de toutes les radios. Comment vous voyez ce mouvement? Est-ce que c'est, et là on rentre dans votre livre, un soubresaut de ce monde qui a disparu sous nos yeux, ou qui est en train de disparaître? Oui, c'est d'abord bonjour à tous et merci de votre accueil. Oui, je crois que c'est indiscutablement l'une des expressions d'un formidable ressentiment d'un nombre très important de personnes, notamment parmi les classes populaires ou les classes moyennes qui se sentent menacées par le monde d'aujourd'hui et qui voient bien que d'une certaine manière, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est beaucoup moins intégrateur que par le passé. Et la métaphore géographique colle exactement à la métaphore sociale. Ils sont loin du centre-ville, doivent prendre la voiture pour se déplacer et rejoindre, on va dire, le cœur grouillant de l'activité économique. Et cette distance est une distance à la fois, encore une fois, géographique et symbolique de leur place dans l'échelle sociale. Alors évidemment, tout ça devrait nous entraîner sur une réflexion en profondeur, sur la question au fond profonde de savoir si on peut réconcilier les classes populaires qui sont concernées par ce mouvement et la grande question du XXIe siècle qui est l'écologie. C'est vrai que lutter contre le réchauffement climatique exige de réduire les transports, notamment terrestres, que nous faisons. Or, ce sont, pour ces raisons d'éloignement, les classes populaires qui en sont les premières victimes. Ça veut dire de la pédagogie, mais surtout des mesures d'accompagnement dans le temps, dans la durée, et on voit bien la difficulté de le faire. Mais je crois que la grande cause du réchauffement climatique ne doit pas s'effacer devant la difficulté de vivre de ces personnes. Il faut impérativement apprendre à les réconcilier. Et malheureusement, on voit qu'aux États-Unis, au Brésil aujourd'hui, quand un gouvernement d'inspiration populiste, comme on dit parfois, comme Trump ou Bolsonaro au Brésil vient aux affaires, la première chose qu'il fait, c'est de dénoncer les accords sur le climat, dans le cas du Brésil, de remettre en question cette grande cause planétaire qui est la préservation de la forêt amazonienne. Donc il faut être très attentif aux deux à la fois, en même temps. Si vraiment un moment de le dire, c'est vraiment ici. Et le gouvernement, je crois indiscutablement, en l'occurrence, a manqué de doigté, de sens de la transition, mais ça ne doit pas être une excuse ni pour abandonner les uns, ni pour abandonner cette grande cause qui est, encore une fois, à l'échelle du XXe siècle, peut-être du XXIe siècle, peut-être la seule qui compte, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est là qu'on touche et qu'on arrive à votre livre. Il faut dire que les temps ont changé. En fait, votre livre, euh, vous allez peut-être mal le prendre, je n'ai pas lu un livre d'économie. D'ailleurs, vous le titrez aussi Chronique fiévreuse. Vous nous direz pourquoi vous la trouvez fiévreuse, ou est-ce que c'est les temps qui sont fiévreux? Il vient nous raconter de mai 68 à aujourd'hui comment le monde a changé, de quelle manière. Et vous ne parlez pas que d'économie, vous convoquez énormément de philosophes, de sociologues. Pourquoi vous avez voulu nous dire que les temps changeaient? Est-ce qu'il y avait besoin de le dire, ou est-ce qu'on n'en a pas Ouais. forcément confiance? Donc en tout cas, effectivement, il faut dire que les temps changés sont entre guillemets, puisque c'est évidemment une citation de la chanson de Diane Tell. On pourra tous la chanter à la fin si vous voulez. Il faut dire que les temps ont Tiens, si changé. vous l'avez. Voilà. Mais c'est aussi un clin d'œil au titre de Bob Dylan, Times They Are Changing, les temps changent, qui chantait en 64, au milieu des années 60. Et effectivement, ce qui m'a inspiré au départ, quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, évidemment, je voyais bien qu'on allait commémorer le 50e anniversaire de mai 68.
Et moi-même, j'étais assez jeune, mais quand même capable de comprendre ce qui se passait en mai 68. Et puis j'ai vécu les années 70. Je venais un peu au monde de l'adolescence au cours de cette période. Et je vois, je crois que comme tous ceux qui ont été le témoin de cette transformation, on peut mesurer à quel point les temps ont changé. Donc quand Bob Dylan disait les temps changent, en fait, il s'adressait un peu à la classe moyenne américaine pour leur expliquer qu'il fallait se préparer à un monde nouveau, le sien. Or, ce n'est pas le sien qui a triomphé, c'est un tout autre monde. Les temps ont changé, mais pas du tout dans la direction auquel pensait cette contre-culture des années 60. Et c'était ça le point de départ du livre, pour comprendre au fond comment nous avions accompli une espèce d'énorme boucle, mais un peu comme dans les rubans de Möbius, quand on a fait la boucle, on se retrouve les pieds à l'envers, et c'est exactement le sentiment qu'on a aujourd'hui. Quelque chose qui ressemble à une boucle, mais où tout est inversé par rapport aux valeurs des années 60. Et donc j'ai essayé, et en effet, en m'appuyant sur les auteurs de l'époque, les philosophes, les sociologues et les économistes quand même aussi, mais essayer de comprendre pas à pas comment se fait-il qu'à l'échelle d'une génération, on soit passé d'une certaine façon de se représenter l'avenir. Dans les années 60, c'était triomphant, c'était libéré des chaînes de l'oppression. Enfin, on était vraiment dans un monde qui voyait advenir une société de liberté, affranchie aussi du poids de l'économie, de la société matérielle. On pensait que le monde à venir, ce serait un monde où tout le monde aurait sa voiture, sa télévision et son téléphone, et qu'une fois cette tâche accomplie, on pourrait vraiment sortir du monde matériel dans lequel on était. Et c'est pas ça qui s'est passé dès les années 70 avec la crise. Je crois que cette génération de Bob Dylan et autres ont très vite compris qu'il ne s'agissait pas de sortir du monde du travail, de passer sa vie à la gagner, comme on disait à l'époque, mais au contraire d'entrer dans le monde du travail, d'échapper au chômage, de trouver une place dans cette société du travail qui avait plutôt tendance à rejeter les gens. Et ça, c'est certainement le grand traumatisme qui nous marque encore et qui trouve son origine dans ce décalage très profond entre une attente qui naît dans une société prospère et qui croit qu'elle va pouvoir passer au-delà du monde matérialiste, à une société qui découvre que pas du tout, on y est toujours, il faut se battre pour gagner sa vie. Évidemment, c'est la source de beaucoup de déceptions, d'illusions perdues que nous devons encore gérer en partie. Alors, illusion perdue et maintenant inquiétude, voire plus qu'inquiétude. C'est là où vous dites chronique fiévreuse, une mutation qui inquiète. Et vous l'écrivez, vous dites la boucle est bouclée, on voulait sortir d'une société, s'émanciper du travail, et finalement maintenant, 50 ans plus tard, on a peur de perdre son travail. On a peur d'une société qui deviendrait une société de travailleurs sans travail. Vous l'écrivez comme ça. Comment vous expliquez qu'on ait fait ce bond et cette boucle sans même réagir peut-être ? Non, je crois qu'on a réagi, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est pour ça que cette chronique est fiévreuse, puisque j'essaie de restituer justement les immenses tensions qui ont ponctué chacune de ces déceptions. Dans les années 70, je fais par exemple le récit de l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges en Italie, qui est le fait d'une extrême gauche radicalisée qui sent qu'elle perd prise avec le monde réel et qui réagit par la violence, de même que nous avons aujourd'hui, avec le djihadisme et d'autres, des poussées de violence très fortes qui marquent aussi, chacun à sa manière, ce désaccord avec le monde qui est proposé. Mais en effet, dans cette chronique, il y a un deuxième moment très important, c'est la révolution conservatrice des années 80, qui prend Reagan, Thatcher, dans lequel on est encore d'une certaine manière, parce que Trump ou Bolsonaro restent des néo-réganiens, sous d'autres visages et avec d'autres atours, mais il y a quelque chose qui se prolonge de cette révolution conservatrice. Or, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle annonce en effet que les illusions de la contre-culture des années 60, des 68 arts, comme on dit en France, mais c'est vraiment exactement pareil dans l'ensemble des pays industrialisés, y compris aux États-Unis. Elle annonce que cette contre-culture s'est trompée, qu'il faut travailler, et au fond, en même temps qu'elle met en œuvre une révolution économique, néolibérale, que tout le monde connaît bien, elle annonce aussi une révolution morale, une révolution conservatrice véritablement, dans laquelle elle dit, voilà, le travail, l'effort, c'est ça qui justifie ta place dans la société, et si tu es pauvre ou indigent, c'est parce que tu ne disposes pas des qualités morales qui te font travailler, lutter pour trouver ta place dans la société. Il y a quelque chose comme un ressourcement intellectuel
pour ceux qui ont lu ces choses liées à Max Weber, dans lequel il décrit le protestantisme comme la source morale du capitalisme, mais il y a quelque chose comme le retour à cette tradition. Oui, le capitalisme, c'est une ascèse, celle du travail et de l'effort, et c'est bien. Et c'est ça la révolution conservatrice qui est proposée en même temps qu'elle est une révolution économique de libéralisation des marchés. Or, cette révolution conservatrice, en fait, va entraîner les gens qui vont y croire, notamment les classes populaires, qui vont quitter la gauche, dont ils voient bien qu'elle les a trahis, en un certain sens, pour la droite. Elle va entraîner ses soutiens dans une illusion, une naïveté presque symétrique de celle que les 68 arts ont créée. C'est-à-dire qu'on va découvrir au cours de cette période que, le ruissellement ne fonctionne pas du tout comme théorie et qu'on peut travailler toujours plus. Ce n'est pas ça qui va vous enrichir, parce qu'au contraire, la période qui s'ouvre avec la révolution conservatrice, c'est une formidable explosion des inégalités, notamment aux États-Unis, et le 1%, le 0,1% même, ont doublé leur part relativement à ce qui se passait au début de cette révolution conservatrice, en même temps que les 50% les plus pauvres aux États-Unis vont réduire de moitié leur part. C'est quelque chose, c'est un mouvement de balancier tout à fait extraordinaire. Et donc, oui, la révolution conservatrice, avec son motto « Travaillez et vous trouverez votre place dans le monde d'ici-bas », eh bien, n'a pas du tout fonctionné. C'est une paupérisation des classes moyennes qui s'est manifestée au cours de cette période. Et juste pour terminer cette symétrie, je crois que le néo-populisme qu'on voit surgir avec l'élection de Trump et de Salvini en Italie, de Bolsonaro au Brésil, c'est l'expression de cette double déception des classes populaires, à la fois vis-à-vis de la gauche et ses illusions d'un monde enchanté, et de la droite qui a promis une restauration d'un ordre moral qui en réalité n'est pas advenu, presque exactement le contraire. C'est plutôt le triomphe de la cupidité qui s'est installé au cours de cette période. Et donc, c'est dans ce jeu de double claque, en quelque sorte, que le populisme, je crois, s'est logé, s'est nourri. Et en même temps, vous racontez qu'il se passe une autre évolution, ou peut-être une évolution, vous me direz, une transition, vous avez dit tout à l'heure, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, la société industrielle s'est effondrée sous nos yeux, et on se retrouve là. Alors c'est le sentiment que j'ai en lisant votre livre, au milieu d'un champ de ruines, sans trop savoir comment définir le monde et la société post-industrielle. Comment vous dites-vous? Alors, parfois vous dites post-industrielle, parfois vous dites même société numérique, mais on sent qu'elle n'est pas encore enclenchée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc exactement. Je pense qu'avec le recul, si on essaye d'aller au-delà de ces erreurs d'interprétation du monde, des erreurs d'interprétation dans les années 60 par la gauche, les gauchistes, erreurs d'interprétation dans les années 80-90 des conservateurs, si on essaye d'aller au-delà de ces erreurs de diagnostic pour comprendre en fait ce qu'il s'est passé vraiment, pardon, excusez-moi. Je pense qu'on peut dire en effet qu'il y a un phénomène marquant, essentiel, qui se produit au cours de cette période et qui explique en grande partie, au fond, nos incertitudes, nos inquiétudes sur le monde dans lequel on vit. C'est tout simplement, en effet, comme vous le disiez très bien, l'effondrement du monde industriel. C'est vraiment l'équivalent de l'effondrement d'une civilisation avec ses ordres, ses hiérarchies, sa logique de l'honneur aussi, qui faisait tenir, on va dire, la société industrielle telle qu'elle a éclaté, telle qu'elle elle a brillé, on va dire, notamment après-guerre dans les années 50-60, ce que nous, en France, on a appelé les 30 Glorieuses. Alors c'est un peu un des éléments du paradoxe, mais enfin je crois qu'il est bien compris, c'est que du point de vue économique, ce monde industriel des années 50 et 60, il était magnifique. C'était une société de très forte croissance. Au cours de cette période, la croissance économique, c'est 5% l'an. Ça veut dire que vous doublez votre revenu tous les 15 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre à 2000, à 20 ans, pour prendre cet exemple, à 35 ans, il gagne 4000, et puis à 50 ans, il gagne 8000. C'est-à-dire qu'au cours d'une vie, il pouvait traverser, en quelque sorte, tous les échelons de la société, en tout cas au moins par la pensée, puisque les autres continuent de progresser, mais on voyait bien exactement une dynamique très forte d'intégration dynamique de tous les étages de la société, un même idéal de société de consommation, pour le dire vraiment bêtement. Donc c'était une société de croissance forte,
de croissance inclusive. Il y a très peu de creusement, pratiquement pas de creusement des inégalités au cours de cette période. Les ouvriers, les ingénieurs, les contremaîtres, les patrons progressent au même rythme, ce qui fait qu'en effet, on a quelque chose qui ressemble à un monde brillant par certains aspects et qui a toute sa cohérence. Alors pourquoi mai 68 face à ce monde? Parce que c'est une société où en effet l'organisation des ordres est de type presque féodal. C'est-à-dire chacun est à sa place, on est dans une société verticale, une société d'obéissance, une société oppressante, c'est le travail à la chaîne, une société déshumanisante en réalité, et c'est ça qui est insupportable pour les jeunes qui croient qu'on pourrait passer à autre chose. Donc on a la disparition de ce monde et un peu comme la chute de l'Empire romain, on voit s'effondrer un ordre avec sa gloire et ses réussites, et on a beaucoup de mal à comprendre par quoi il est remplacé. Même aujourd'hui, on voit une incertitude sourde, même aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans plus tard en quelque sorte, on voit encore beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes sur ce monde nouveau qui se substitue à l'ancien. Et d'ailleurs, le terme même qu'on utilise, que j'ai d'ailleurs moi-même utilisé dans un de mes livres, le terme de société post-industrielle, pour définir le monde aujourd'hui, montre bien qu'on ne comprend pas ce qu'on décrit. Post-industriel, ça veut dire que c'est la société qui remplace l'ancienne. C'est comme si on avait défini la société industrielle comme la société post-agraire ou post-rurale. Bon, ça n'aurait aucun sens. Il faut l'appeler une société urbaine, par exemple, mais pas dire qu'elle a remplacé l'ancien. Et c'est dans cette ambiguïté que je crois se jouent en fait tous les dérèglements du monde. Alors, pour le dire brièvement, si vous voulez, pour que je fixe un peu le tableau, je crois qu'en effet, d'abord, ce monde post-industriel justifie son nom parce qu'à de très nombreux égards, ce qui se passe depuis les années 80, c'est liquider l'ancien monde industriel, c'est-à-dire là où on avait une très forte intégration sociale entre le service d'entretien, les ouvriers, les cadres, les professions intermédiaires, les ingénieurs, etc. En fait, ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est une dissociation de tous ces mondes. Le personnel d'entretien ne travaille plus pour l'entreprise où ils exercent leur travail, ils sont dans des services d'entretien, ils sont détachés, pour prendre cet exemple très simple, détachés du reste de l'entreprise. Et si l'entreprise pour laquelle elle travaille réalise des prouesses, des gains de productivité, s'enrichit, dans le monde d'avant, ils auraient profité de cet enrichissement puisque leur propre salaire aurait été indexé sur les salaires de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. En les dissociant, évidemment, ce ruissellement est devenu impossible. L'entreprise pour laquelle ils travaillent devient très productive. Les gens qui travaillent dans un service d'entretien sont, dans leur service d'entretien, mis en compétition les uns avec les autres et ils ne bénéficieront d'aucune augmentation de salaire qui pourrait être liée à la réussite de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc le monde post-industriel, c'est un peu continuer, mais autrement la même chose, en coupant en tranches ce qui auparavant faisait un monde intégré et qui aujourd'hui devient un monde flexible, dissocié, de réactivité, mais plus du tout intégrateur comme le monde d'avant. Qui décide de ça ? Donc c'est le point de départ, oui, c'est le capitalisme, c'est-à-dire au sens où on peut vraiment là y voir des acteurs, parce que le capitalisme c'est une notion effectivement un peu vaste, mais là oui, c'est ce qu'on peut appeler le capitalisme financier des années 80. Dans les années 80, les fonds de pension, les activistes boursiers prennent le pouvoir sur Wall Street, ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient beaucoup plus passifs et c'était plutôt les managers d'entreprise qui décidaient de la politique industrielle de leur propre entreprise. À partir des années 80, non, on va imposer en quelque sorte ce réagencement du monde en disant, mais vous voyez bien que vous serez beaucoup plus productif si vous ne vous embarrassez pas vous-même d'organiser l'entretien ou la cantine de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais enfin bon, ça c'est évidemment un peu anecdotique, mais très vite, ce leitmotiv va se généraliser. Les ouvriers vont travailler pour des équipementiers, les ingénieurs vont être dans des bureaux d'études. Bref, on va demander à chacun, au fond, de nouer un rapport à l'autre qui va être non pas un rapport vertical d'intégration hiérarchique et d'obéissance, mais à la place, on va organiser un monde dans lequel vous êtes toujours le sous-traitant d'un autre. C'est le rapport donneur-d'ordre de sous-traitant qui va se substituer à l'ancien monde hiérarchique. Et en effet, c'est voulu, c'est le re-engineering désiré au cours de cette période. Et à cet égard, on peut parler de monde post-industriel, c'est-à-dire que, prenons l'exemple d'Uber, de Airbnb, qui sont les grands acteurs là, du monde post-industriel d'aujourd'hui,
Au fond, dans le cas d'Uber, c'est toujours un chauffeur qui emmène un voyageur d'un endroit A à un endroit B, au milieu des embouteillages, alors avec des technologies Waze et autres qui permettent de se faufiler dans les embouteillages, mais ça reste le même produit, le même monde qu'hier. Par contre, ce qui est changé, c'est le rapport salarial qui, hier, aurait fait que les conducteurs d'Uber auraient été intégrés dans une grande entreprise, je ne sais pas quoi, les G7, qui leur aurait donné un salaire, une rémunération, des protections contre les aléas de la conjoncture. Là, ils sont laissés à eux-mêmes. Voilà, il y a le client, il y a une plateforme, on vous impose toutes vos conditions d'existence et on dit, boum, vous êtes entrepreneur. Et en réalité, c'est la même chose qu'avant, mais en un certain sens optimisé. C'est-à-dire, on essaye, dans ce monde post-industriel, dans une très large mesure, de réduire systématiquement les temps morts, les coûts. C'est une société de cost-cutting, mais qui ne se renouvelle pas. C'est ça ce qui explique pour les économistes ce paradoxe d'un monde en pleine mutation, mais où on ne voit pas de gains de productivité réelle, on ne voit pas de nouvelles de société. Comment ? La croissance a disparu. Oui, la disparu. croissance ralentit parce que tout ça, c'est presser le citron, mais ce n'est pas un nouveau souffle qui est donné à la société. Airbnb, voilà, c'est un très très bon exemple. Airbnb, c'est bien, tout le monde, c'est très pratique, ça permet quand on part en vacances de louer son appartement et donc de payer une partie de ses vacances, mais ça ne crée pas de valeur en un certain sens. C'est-à-dire il n'y a pas de construction d'immeubles, il n'y a pas de réinvention de la civilisation urbaine, c'est juste on réduit les coûts. C'est une société dans laquelle, en fond, le leitmotiv qui avait été repris par Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, est parfaitement à l'image de ce monde qui réorganise la production sans en changer en profondeur ce qu'elle est censée produire. C'est toujours voilà, des voitures, c'est toujours c'est des écrans de télévision, il y a plus de chaînes évidemment, mais on ne peut pas dire qu'il y a un renouvellement de la société de consommation. Donc ça, c'est l'acte 1. Il y a un deuxième acte qui est en train de surgir, on va en parler évidemment, mais d'une certaine manière, oui, cette société post-industrielle, elle est stressante, elle est beaucoup plus compétitive que l'ancienne, elle revient sur les acquis sociaux ou le positionnement social que la société industrielle avait offert, encore une fois, à tous les étages de la société, mais elle n'est pas très inventive. C'est-à-dire, Internet, c'est génial, mais en gros, ça permet d'envoyer un ordre à quelqu'un au lieu du fax, et dans un premier temps, ça ne repense pas, ça ne renouvelle pas la société. C'est la raison pour laquelle on sort beaucoup plus stressé, éreinté, épuisé de ce nouveau monde que de l'ancien, parce que justement, il ne fait rien d'autre que de nous mettre dans une situation de stress permanent. Alors, ça ne veut pas dire que l'ancien était bon, puisque effectivement, mai 68 le critiquait parce qu'il était abétissant, répétitif, mais il avait au moins cette vertu qu'on savait que, bon, en trouvant sa place dans la société, on pouvait la garder et progresser au même rythme que l'autre. Là, c'est presque exactement l'inverse. Et d'une formule pour terminer ce parallèle entre ce monde post-industriel et l'ancien, avant, dans le monde des années 50-60, grâce à la croissance qui a disparu, et ça fait partie de tout ce dont on parle, mais on pouvait dire à quelqu'un, travaille dur et tu seras augmenté, tu pourras t'élever dans les chaînes sociales, tu pourras accéder à des biens que tu ne peux pas te payer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est travail dur ou tu seras licencié, ou tu perdras ta place. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. On est passé de la carotte au bâton. Et c'est ça qui fait que ce monde est par certains aspects, évidemment, irrespirable pour un nombre croissant de gens, et peut-être les gilets jaunes dont on parlait au départ. Et qui fait que cette mutation inquiète. Pourtant, ça c'est assez paradoxal. Vous dites finalement, c'est les mêmes ressorts. Or, comme il y a eu une révolution industrielle, on nous a vendu une révolution numérique, de nouvelles frontières, de nouvelles manières de... Je me souviens des années 2000, quand vraiment Internet arrive, et que c'est ça qui doit relancer la croissance. On l'a vu d'ailleurs à la fin des années 90 et des années 2000, cette croissance qu'on attendait depuis 79 ou voire avant les premiers chocs pétroliers, tout le monde y croit. Et puis ça ne marche pas. Il y a un moment où la croissance s'arrête. Et ça... pour vous, ce n'est pas une nouvelle frontière. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore dire qu'on est dans une société numérique stricto sensu qui aura tout changé, qui aura tout révolutionné. Alors, je pense que pour vraiment répondre à cette question, qui est la question évidemment centrale, est-ce qu'on va finir par retrouver un nouveau régime de croissance ? Est-ce qu'il est souhaitable ? Quel est le prix à payer ? On a parlé de l'écologie, évidemment. Il faudrait remettre cet aspect, je pense, absolument fondamental dans l'équation du raisonnement. Mais pour répondre vraiment en profondeur à cette question, je crois qu'il faut faire justement un peu de recul et essayer de nommer autrement le monde dans lequel on est que
comme post-industriel, même s'il l'est par certains aspects, ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une continuation optimisée de l'ancien monde industriel. Il faut reprendre du recul pour comprendre vraiment ce qui nous arrive. Et donc là, c'est en effet le point essentiel que j'essaie d'aborder dans le livre. Pour le comprendre, je propose de suivre un auteur qui s'appelle Jean Fourastier. Vous le citez énormément. Alors, Ouais. on dirait un prophète en 48 quand il... Un peu, tout à fait, exactement. Il a une posture un peu prophétique, donc qui est connu en France parce que c'est lui qui a écrit ce livre, Les 30 Glorieuses, et le mot a survécu. Il l'écrit d'ailleurs assez tôt. Hein. Les 30 Glorieuses, c'est cette période de croissance de 1948 à 1973 qui s'interrompt en 73 définitivement. Et Fourastier publie son livre, je crois, en 78. Donc très peu de temps après, il dit voilà, c'est fini, ça ne se reproduira pas. Et j'ai eu moi-même l'honneur, le privilège d'écrire la préface de la réédition de son livre, donc je l'ai lu attentivement évidemment, et ça m'a donné ce livre envie de lire les autres qu'il avait écrits pour essayer de saisir comment il avait eu si vite la prescience que ça se terminait. Et ça m'amène à un autre livre qui, je crois, nous permet en creux, parce que ce livre, malheureusement, est lui aussi victime d'une illusion, mais qui nous permet de saisir exactement, je crois, dans le décalage entre cette illusion et ce qui arrive, le monde dans lequel nous sommes entrés. Donc Fourastier, dans un livre publié en 1948, qui s'appelle « Le grand espoir du XXe siècle », explique l'histoire humaine d'une manière très simple et je pense tout à fait lumineuse. Il dit « Pendant des millénaires, les humains ont travaillé la terre, ils étaient agriculteurs, puis, on va dire à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, ils sont passés dans une société industrielle où ils ont travaillé la matière. On est passé de la terre à la matière, on a fabriqué des voitures, des téléviseurs, etc. Et disait-il, dès 1948, ce monde industriel va bientôt toucher sa fin, quand tout le monde aura sa voiture et son téléviseur, et nous allons entrer dans une société tertiaire, une société de services. Ça, c'est une société dans laquelle les humains vont travailler les humains eux-mêmes. C'est une société dans laquelle nous serons aides-soignants, personnel hospitalier, nous serons éducateurs, nous serons psy, nous serons coachs sportifs, nous serons restaurateurs pour nourrir nos voisins, etc. C'est une société dans laquelle l'homme travaillera l'homme. L'homme sera la matière travaillée par l'homme. Et pour lui, c'était un grand espoir, parce que ça veut dire qu'au fond, après une marche de plusieurs dizaines de milliers d'années, l'humanité allait atteindre le point d'atterrissage où elle allait enfin s'occuper d'elle-même. Et ce livre a eu beaucoup de retentissement. Léon Blum l'a salué comme voilà, la marche, le guide qui nous permettait de comprendre où nous voulions aller. Le travail n'était plus cet esclavage ou cet esclavage qui, dans son esprit, était lié au machinisme nécessaire au fait que quand on travaille la matière, il faut des leviers comme Archimède, etc. Et que dans la société humanisée de service, on était, comme nous sommes là maintenant, dans un rapport de face à face, un rapport d'humain à humain, et que voilà, c'était la fin de l'histoire au sens au moins économique du terme. Mais, ajoutait-il, c'est là qu'il avait une intelligence très, très, très forte, très profonde de la situation qu'il décrivait par anticipation, mais, ajoutait-il, comme dans un codicille, cette société ne pourra pas connaître de croissance économique. Pourquoi ? Parce que si le bien que je produis, c'est le temps que je passe avec vous, alors sauf à travailler plus pour gagner plus, évidemment, ce qui est possible, mais qui touche quand même à un moment donné ses limites, alors je ne peux pas progresser, je ne peux pas passer 2 fois plus de temps avec vous que ma journée de travail ne permet de le faire. Et donc, oui, c'est une société humanisée, mais sans croissance. Et pour lui, c'était une bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. On allait sortir de cette course à la croissance, on allait s'apaiser. Voilà. Et d'une certaine manière, il y a du mai 68 par anticipation, enfin à sa manière, il n'était pas du tout 68 heures, je pense, mais en 48, 20 ans avant tout ça, il voit venir un monde tout à fait différent, dont les règles seraient tout à fait différentes de celles que la société industrielle, par exemple, notamment, a produites avec la recherche de gains de productivité, parce qu'il s'agissait de fabriquer des voitures, et plus on pouvait aller vite pour les fabriquer, mieux c'était, parce que le produit lui-même ne changeait pas. C'était toujours une voiture qu'il s'agissait de produire, donc la fin justifiait les moyens, dans le cas d'une société industrielle, pas dans une société de service. La fin ne justifie plus les moyens, parce que c'est presque la même chose, la fin et les moyens. Eh bien, je crois que d'une certaine manière, on voit dans ce pronostic
ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes en effet, comme il l'avait parfaitement anticipé, sortis de la société industrielle pour entrer dans une société de services, mais notre société, le système dans lequel on est, mais aussi, je crois, en partie nos attentes qui justifient, fondent la légitimité de ce système, nous n'acceptons pas une société sans croissance. Nous avons besoin de gagner plus. Et ce qui, pour Fourastier, était la fin de l'histoire, est en fait le début de notre histoire. Comment créer de la croissance dans une société de services qui spontanément n'en produit pas? Je crois que depuis une dizaine d'années, pas plus, nous sommes en train de comprendre la solution que le capitalisme est en train d'apporter à ce problème. La solution, c'est non pas de faire autre chose que ce qui était annoncé, c'est bien des humains qui s'occupent d'humains, mais les humains dont on s'occupe sont en train progressivement, vous et moi et nous tous, de changer de nature. Nous sommes en train de devenir des informations. Nous entrons dans la société numérique où nous apparaissons comme un système d'informations sur nous-mêmes qui peuvent être traités à distance par des algorithmes, demain par de l'intelligence artificielle, qui fait que la contrainte à la croissance, qui est notre présence physique, nos émotions, notre présence au monde, Fourastier considérait que c'était ça l'aboutissement du monde, eh bien, est en train d'être dématérialisée, numérisée, digitalisée, algorithmisée pour pouvoir renouer avec cet idéal de croissance. Et quand je dis il faut dire que les temps ont changé, en fait c'est ironique, parce que ce qui était critiqué dans les années 60, c'était la déshumanisation du monde qu'il fallait accepter au nom de l'impératif de croissance. C'est ça que les 68ards n'acceptent pas, passer sa vie, perdre sa vie à la gagner, pour reprendre ce genre de formule. Et bien je crois que d'une certaine manière, ce que la société numérique, algorithmique est en train de nous proposer, c'est un pacte faustien de même nature. On nous demande de renoncer à une part de notre humanité, de cette promesse de Fourastier, pour retrouver de la croissance. Et quand on est tous en train de taper sur un téléphone pour avoir quelqu'un, et on est taper 3, taper 4, etc., voilà, nous entrons dans la matrice, nous sommes en train d'accepter cette déshumanisation parce que c'est plus rentable d'avoir un algorithme, un robot qui vous répond qu'une personne qui soit « oui, qu'est-ce qui ne va pas, on va s'occuper de vous ». Non, ça, notre société de cost-cutting, de recherche de rendement ne le supporte pas. Et c'est différent de Uber, etc., c'en est proche, mais c'est tout à fait autre chose parce que là, ce dont il s'agit, ça n'est pas d'optimiser la production d'un bien classique, c'est d'optimiser la façon dont nous, comme humains, nous allons être gérés, traités dans cette société numérique. Et je crois que c'est ça ce que la société du big data est en train de nous préparer. Et c'est à ça, évidemment, qu'il faut à la fois se préparer, mais surtout résister, trouver des stratégies, parce que, comme au fond en mai 68, mais sous une toute autre forme, il faut refuser, je pense, cette déshumanisation qui nous est annoncée. Alors, justement, et ça, on est vraiment au cœur et à la fin de votre livre. Vous avez deux hypothèses. Alors, on en parlait tout à l'heure. Je vous avais dit, il y a une blague que je connaissais, je croyais que vous la connaissiez. Économiste, c'est difficile, parce qu'économiste, finalement, l'économie est tellement au cœur de nos sociétés, détermine tellement ce qu'on va vivre, ce qu'on ne vivra pas, ce qu'on gagnera, etc. Vous êtes devenus des espèces de prophètes. On vous demande qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, il y a une blague qui dit qu'on a inventé les économistes pour rehausser le prestige des météorologues. Malgré tout, et là, je ne voudrais surtout pas dévaluer votre livre, vous avez en voie deux pistes. Comment dire, vous risquez à deux pistes. Il y a une piste qui est effrayante, mais qu'on voit très bien venir, qui serait une piste, en fait, les grands gagnants de cette société numérique. Pour l'instant, c'est les GAFA. Une élite mondialisée qui gère, qui comment dire, crée, qui organise cette société numérique, des gens qui travaillent en périphérie parce qu'ils auront, comme vous dites, Bill Gates aura toujours besoin d'un coiffeur, etc. Et ensuite une grande périphérie où plus personne ne travaille, ou en tout cas de moins en moins de gens trouvent de travail. Ça, c'est la première piste. Est-ce que vous comment dire, est-ce que vous risqueriez à nous dire
combien de chances que ça arrive? Et il y a une deuxième piste où vous dites faut inventer autre chose que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est à nous de créer aussi, d'inventer une nouvelle logique dans cet univers du big data. Oui, donc vous avez parfaitement résumé. Il y a deux scénarios, au moins, évidemment, on peut en imaginer beaucoup d'autres, mais il y a au moins deux scénarios extrêmes qui se dessinent. Il faut essayer, évidemment, d'échapper au premier et de tendre autant qu'il est possible vers le deuxième. Donc le premier scénario, c'est en effet la dystopie absolue. C'est un monde dans lequel les algorithmes prennent une place croissante dans nos sociétés, de fait déshumanisent, désactive la promesse de Fourastier. Alors on aura évidemment des producteurs d'algorithmes tout en haut de la société, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg. Ceux-là capteront une part toujours croissante de la richesse, mais eux-mêmes auront des coachs sportifs, des psychanalystes, des précepteurs pour leurs enfants, des gens qui leur feront la cuisine. Et on le voit d'ailleurs, tous les personnels de Facebook disant nous, on ne veut pas que nos enfants touchent à ça. On raconte que Zuckerberg interdit absolument à ses enfants de s'inscrire sur Facebook parce qu'il voit bien évidemment tous les pièges, les perversions qui sont contenues dans ce système, même si par ailleurs, j'ai une fille qui est complètement accro à tout ça, donc je suis obligé d'y voir des qualités aussi, je ne sais pas exactement lesquelles, mais j'y vois forcément une façon d'être au monde avec ses copines, etc., qui est attirante, évidemment. Mais dans ce monde, l'emploi ne va pas disparaître, parce que si les gens veulent travailler, ils trouveront toujours à faire quelque chose, mais on va dire que, voilà, tout en haut de l'échelle sociale, il y aura la promesse de Fourastier, mais pour les gens qui sont tout en haut de l'échelle sociale. Et puis plus on s'éloigne, plus évidemment ça se dissipera. Le coiffeur de Zuckerberg, il aura lui aussi peut-être quelqu'un qui s'occupera de lui, qui lui fera un petit plat de temps en temps. Il ira une fois de temps en temps au restaurant. Il aura un infirmier qui viendra lui faire une piqûre s'il est malade, etc. Mais plus on s'éloignera, et moins il y aura d'humains, plus le travail sera dégradé, dévalorisé, et plus il y aura des algorithmes pour vous soigner, pour vous éduquer. Vous êtes malade, ben oui, vous faites une prise de sang qui va faire que vous entrez dans l'ordinateur, qui va vous dire ce que vous avez. Google Health vous donnera le médicament que Amazon vous livrera, et on sera dans un système où il n'y aura plus un seul humain qui viendra s'occuper de vous parce que vous êtes trop pauvre pour vous payer la personne qui viendrait vous voir et s'occuper de vous. Donc c'est ça la dystopie absolue. Dans le livre, je raconte un film qui s'appelle Her, H-E-R, donc, oui, vous l'avez beaucoup aimé. Qui résume exactement ce monde algorithmique, et je trouve qu'il est vraiment très très parlant. Donc je le raconte brièvement. Ceux qui ne l'ont pas vu doivent se boucher les oreilles parce que je vais faire un spoiler dans le récit de ce truc. Mais donc c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa girlfriend, sa femme, je ne sais plus, et qui va tomber amoureux d'un logiciel. Qui est Scarlett Johansson. Alors, ce qui rend ce film absurde tout à fait crédible, c'est qu'on comprend pourquoi il tombe amoureux d'elle. D'abord, sa voix, c'est celle de Scarlett Johansson, c'est cette magnifique actrice qui joue dans Matchpoint ou dans Lost in Translation. Elle sait tout de lui, elle sait exactement quand il a peur, quand il est heureux, quand il est inquiet. Évidemment, grâce au logiciel de reconnaissance faciale, elle voit dans son visage ses attentes, elle lui raconte des histoires, elle le promène dans la ville. Alors évidemment, quand il est question de faire l'amour, que le besoin charnel se fait sentir, elle-même recrute une femme qui vient faire l'amour avec Joachim Phoenix, mais c'est elle qui lui parle. Quand l'amour est fini, hop, la femme disparaît, parce qu'il faut économiser le temps des humains, et elle reprend cette histoire d'amour incroyable. Alors l'histoire est belle parce que c'est formidable. D'ailleurs, on raconte que le metteur en scène avait fait une première version avec une autre voix que celle de Scarlett Johansson et ça n'était pas crédible. Et avec la voix de Scarlett Johansson, il a compris que ce film marchait. Mais l'histoire dans l'histoire, qui pour moi l'économiste m'intéresse le plus, c'est que en fait, dans cette histoire, il y a un moment tragique. C'est lorsque lui comprend que cette histoire d'amour qu'elle vit avec lui, elle la vit aussi avec plusieurs milliers d'autres personnes.
puisque évidemment, elle, le logiciel, elle peut travailler tout le temps, elle n'est pas obligée de ne s'occuper que d'une seule personne. Et donc, la logique de croissance qui manquait dans le raisonnement de Fourassier, d'économie d'échelle, qui permet à un logiciel de s'occuper non pas d'une seule personne, comme on le fait l'un avec l'autre maintenant, mais plusieurs milliers, millions à la fois, on la voit tenue, et c'est là qu'il entre dans une crise de jalousie terrible, parce qu'il s'attachait à elle, et il voit que, ben oui, mais elle peut très bien, de façon très précise, très singulière, s'attacher à lui, mais il n'y a aucune raison que cette intelligence artificielle ne soit pas aussi au service de beaucoup d'autres. Et la fin du film, c'est là le spoiler qu'il ne faut vraiment pas écouter si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'en fait, c'est elle qui le quitte, parce qu'elle s'ennuie avec lui et qu'elle a trouvé un réseau de logiciels, une espèce de réseau social des logiciels entre eux, et elle trouve ça beaucoup plus intéressant, et elle va rejoindre dans le cyberespace un grand gourou logiciel super fort qui les a réunis eux-mêmes, et lui, à la fin du film, il est tout seul, il va taper à la porte de sa voisine de palier, et tous les deux sont comme abandonnés chacun par leur histoire personnelle, lui avec cette histoire de logiciel, et ils sont rendus à leur finitude, leur solitude d'êtres humains imparfaits. Ça, c'est le monde du scénario A. C'est-à-dire un monde dans lequel les logiciels se substituent même dans nos histoires d'amour aux relations interhumaines parce qu'ils sont plus efficaces et qu'un logiciel peut s'occuper de plusieurs milliers d'amoureux transis ou, de manière peut-être plus réaliste, de gens malades ou peut-être même d'éduquer des jeunes dans les banlieues ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est le scénario A. Et le scénario B, évidemment, c'est qui, une fois que j'ai dit tout ça, à mes yeux, reste le plus probable. Le scénario B est tout à fait différent. C'est un scénario dans lequel tous ces métiers en tension que sont les aides-soignants, il suffit d'entrer, ou le personnage hospitalier, il suffit de rentrer dans un hôpital pour voir à quel point ces professions sont en tension, au bord de la rupture, de la dépression nerveuse. Ils le disent régulièrement. Pour les raisons que Fourastier expliquait, c'est-à-dire parce que, oui, c'est le temps humain qui est la valeur qui est produite. Donc, face à une hausse de la demande, elles doivent travailler, ces personnels, ces infirmiers, ces infirmiers, doivent travailler plus pour répondre à une demande de croissance d'une population qui vieillit, etc. Donc, ces populations en tension, dans mon scénario B, vont être soulagées, pas supprimées, mais soulagées par l'intelligence artificielle et les nouvelles techniques qui vont pouvoir faire les diagnostics, faire toute l'administration, le back-office, et donc redonner du temps, de la valeur pour faire leur métier, c'est-à-dire s'occuper des gens, voir, analyser le diagnostic avec les personnes malades, les accompagner, les suivre. Quand elles sortent de l'hôpital, on va savoir leur état de santé, il y aura un monitoring, bien sûr, qui ressemblera à ce scénario de la mort A, mais tout à fait différent dans son essence, parce qu'il y aura une personne que vous avez rencontrée, qui vous suivra, qui sera capable de voir quand vous avez besoin d'elle, et on aura un réseau coordonné de soins humanisé, parce qu'il y a une personne qui est là, qui vous connaît, qui viendra à votre chevet si vous êtes malade, à vos côtés si vous avez besoin d'aide, pour vous accompagner. Je suis, donc, pour prendre un exemple que j'ai inventé en cours de présentation de ce moment de mon livre, je suis enseignant et donc je fais des cours en amphi depuis longtemps. Et ce qui me frappe toujours, c'est que quand je donne le cours, là comme maintenant, et en plus je ne vous vois pas parce que la salle est dans dans l'obscurité, je me demande toujours ce que les élèves ont compris de ce que je raconte. Et il faut attendre la fin de l'année, l'examen terminal, pour lire les copies et découvrir que la moitié des gens n'ont rien compris à ce que j'ai dit et que donc je sais pas. Je suis sûr que dans cette salle, c'est pas le cas. Et découvrir que j'ai raté mon job, que je suis passé à côté de mon métier, qui est d'enseigner le maximum de choses au maximum de personnes. On voit très bien, c'est un exemple symétrique de celui des professions de santé, comment l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent m'aider à faire mieux mon travail d'enseignant. Il suffit qu'à la fin de chaque cours, on le fera peut-être avec vous si vous voulez, il y a un petit truc qu'on remplit, bling, 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 et je vois tout de suite, et c'est des petits tests, si c'est moi qui dois les corriger, ces tests, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas le temps, justement. Mais si une intelligence artificielle assez simple permet, dans ces tests, non pas du tout de pénaliser les gens, mais de voir, voilà, il y en a 5, là, au fond, ils n'ont rien compris du tout, ça me permet
de m'occuper d'eux, si on me donne les moyens de faire des heures supplémentaires ou de réduire le cours d'un quart d'heure pour libérer un quart d'heure de temps pour m'occuper d'eux, on voit comment, comme enseignant, dans une relation de face à face avec mes élèves, je peux gagner de la productivité au sens vraiment classique du terme, en améliorant la qualité de ce que je produis sans substituer ce que je fais par des algorithmes. Je ne crois pas qu'on n'y arrivera jamais. Les élèves ont besoin d'un enseignant qui les regarde dans les yeux. Ne croyez pas au robot qui vous remplacera. C'est le scénario A, c'est-à-dire pour les pauvres, c'est possible. Encore une fois, les Bill Gates, etc., eux, ils n'y croient pas, ça c'est sûr. Donc pour eux, ce sera des précepteurs. Voilà, ça c'est acquis. Nous préférons le rapport aux humains. Accompagner, aider de ce que les logiciels permettent de faire. Il n'y a aucune raison de renoncer à une intelligence qui nous serait donnée. Mais le rapport aux humains, ça j'en suis sûr, restera dans le scénario A l'apanage des riches et ne disparaîtra pas. Ce qu'il faut, c'est démocratiser cette espérance. C'est mon scénario B. Et encore une fois, quand on réfléchit à ça, on voit pour les juges, pour les personnels de soins, pour les enseignants, pour tous ces métiers en tension, le soutien qu'une intelligence artificielle peut leur apporter, encore une fois, de manière complémentaire à leur activité et non pas du tout de manière substituable. Une fois qu'on a dit ça, la question n'est pas de rester, alors A ou B, on se revoit dans 10 ans et on tapote. Il faut faire advenir le monde B. Voilà. Et qui c'est va ça décider? Comment ça se passe? Alors, exactement. Quels sont les acteurs sociaux qui nous permettront de faire que c'est, je crois, le monde B qui est manifestement celui qui est désirable, celui qui, encore une fois, sans trop tirer sur Fourastier, correspond à cette attente du départ, de ce grand espoir. Qu'est-ce qui va le faire advenir? Si on laisse faire les choses, laisser faire, laisser passer, disaient les économistes libéraux du XVIIIe siècle, si on laisse faire les choses, c'est le monde A qui va advenir. Parce que les inventeurs, les producteurs de technologies qui sont dans la Silicon Valley, tous ceux qui ont produit les Booking, les Uber, les Airbnb, leur modèle, c'est à distance créer des algorithmes, des logiciels qui se substituent à ce qui existe, parce que c'est comme ça qu'ils captent la valeur. C'est pas en étant sur le terrain qu'ils vont produire de la valeur. Donc les acteurs du scénario B, eh bien, ce sont les enseignants, ce sont les personnels soignants, à condition qu'on leur donne les moyens de disposer de ces technologies et de se les approprier. Donc l'effort, il doit être du côté de ces professions qui doivent résister à la tentation d'en voir l'ennemi qu'ils rejettent, mais au contraire, l'allié qu'ils peuvent domestiquer. Donc ça dépendra de la façon dont on donnera aux hôpitaux, à l'éducation nationale, aux universités, les moyens d'agir sur ces technologies. Parce que si on ne leur donne pas, alors oui, il y aura l'application tueuse qui dira bah, vous voulez apprendre l'anglais, voilà, c'est beaucoup plus simple, passez par ce truc, pas besoin d'aller en classe apprendre le prof d'anglais. L'économie, bah, voilà, il y a 3 trucs, des tests, vous allez passer l'examen beaucoup mieux et sans avoir besoin de vous déplacer ou de payer les frais d'inscription, je vais vous donner quelque chose d'un peu dégradé, mais finalement pas si mal, qui vous permettra de vous scolariser à distance. De même chose, vous êtes malade, bah, voilà, Google Health vous donnera les moyens d'être soigné sans être obligé de payer un médecin et compagnie, et vous serez progressivement désaffilié du système de santé. Donc il faut agir, il faut comprendre les enjeux et donner aux acteurs, ceux auxquels on tient, les moyens d'eux. La justice, c'est pareil. La justice est complètement engorgée, c'est un truc de fou. On ne va pas supprimer les juges et dans l'immédiat les avocats, mais on peut imaginer qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui permettront de soulager leur temps pour qu'ils puissent mieux se consacrer aux choses qui manifestement exigent leur présence. Donc ce scénario B, c'est une réconciliation avec la promesse de Fourastier, mais encore une fois, il faut la faire advenir en agissant ici et maintenant pour éviter que ce soit le scénario A, qui est, je crois, la pente naturelle de ce monde algorithmique, pour le dire comme ça, aura tendance à produire. Écoutez, je pense qu'on ne pouvait trouver meilleure conclusion. Merci Eric Cohen. Merci à vous tous. Donc allez voir Heure. Allez voir Heure, le fameux film, et surtout lisez ce livre qui vous éclairera, moi il m'a éclairé véritablement, pour que cette mutation n'inquiète plus. Tout dépend de nous maintenant. Merci. Merci.
Excusez-moi, ceux qui ont les places pour la conférence d'après, vous pouvez rester à l'intérieur.